Bonjour et bienvenue sur The Crime Reel. Lorsque Nikki Alpine a déménagé du Massachusetts en Floride avec son mari Don et leurs 2 enfants, Max et Drew, elle avait l'intention de commencer une nouvelle vie dans un climat plus chaud. Leur fils aîné, Max, qui est né en 1994, a été diagnostiqué avec une hydrocéphalie, une condition où le bébé a trop de liquide dans le cerveau. Lors de l'un de ses traitements médicaux, un membre du personnel lui a administré le mauvais médicament, ce qui a entraîné des effets secondaires potentiellement néfastes. Nikki et Don ont poursuivi l'hôpital, un procès qui a duré des années dans le système judiciaire. Le couple a choisi de s'installer dans un endroit appelé Safety Harbor, une ville de Floride située sur les rives de la baie de Tampa. Peu après, le couple s'est séparé. Au moment où l'hôpital a accepté un règlement d'1 500 000 $ pour subvenir aux besoins de Max, ils étaient déjà divorcés. Nikki était inscrite comme seule tutrice de cet argent en fiducie. Même si le déménagement ne s'est pas déroulé comme il l'avait initialement prévu, Nikki s'est installée dans cette communauté sûre. Elle était pétillante, extravertie, amusante et a commencé à apprécier sa nouvelle vie. Elle s'est vite fait de nombreux amis et attiré l'attention des hommes de la région. Nikki, âgée de 32 ans, avait commencé à sortir de façon informelle avec un homme du nom de Chris Catugno, un technicien informatique de 35 ans. Chris était également originaire du Massachusetts. Le jeudi 8 janvier 2004, vers 21h30, Chris a passé un appel au 911 dans lequel il a dit à l'opérateur qu'il devait envoyer quelqu'un chez Nikki, sur Clearview à Safety Harbor, immédiatement. Chris appelait depuis son téléphone portable et était également en ligne avec Nikki sur son téléphone fixe. Lors de cet appel, il entendait beaucoup de bruit et des cris. Il était clair que Nikki se faisait agresser. Le shérif adjoint du comté de Pinellas, Brad Ferguson, a répondu à l'appel et s'est rendu à l'adresse que lui avait donnée le répartiteur. En arrivant, la maison était silencieuse et, en discutant avec l'homme qui y vivait, il a compris qu'il s'était trompé de maison. Après vérification avec le répartiteur, il s'est avéré que l'adresse était légèrement incorrecte et la maison était 2 portes plus loin. Brad, accompagné du voisin de l'adresse initiale, s'est dirigé là-bas. Le voisin a commencé à appeler le nom de Nikki et peu après, 2 enfants sont apparus à l'intérieur de la maison près d'une fenêtre. Le policier et le voisin ont convaincu les enfants d'ouvrir la porte. Lorsqu'ils sont entrés et ont demandé où était Nikki, l'un des enfants a répondu qu'elle était dans la chambre du fond, ajoutant qu'elle était blessée. Brad est allé enquêter davantage. En entrant dans la chambre, il a vu Nikki allongée sur le lit, du sang coulant du côté gauche de sa tête. Il était évident qu'elle avait été violemment attaquée. Il a confirmé qu'elle était encore en vie, mais qu'elle respirait à peine et une ambulance a été appelée pour transporter Nikki à l'hôpital, où elle a été placée en soins intensifs. L'enquête sur l'agression a été dirigée par un vétéran de 18 ans de la police, le détective Ed Judy. Les 2 garçons étaient traumatisés. En analysant la scène du crime, on pouvait voir que Max jouait à un jeu vidéo dans la chambre de sa mère au moment de l'attaque. Il avait des taches de sang sur sa chemise et on a estimé qu'il se trouvait à moins d'1 mètre de sa mère lorsqu'elle s'était attaquée. En raison de son état de santé et du choc, il était incapable de parler ou de décrire ce qu'il avait vu. Drew, 6 ans, a dit à la police qu'ils étaient sortis manger une pizza avec Chris, le petit ami de sa mère, ce soir-là. Ils avaient déposé Chris, puis étaient rentrés à la maison. Drew était dans le salon en train de faire ses devoirs quand il a entendu sa mère crier et l'a vu courir de la chambre d'amis vers sa propre chambre, poursuivi par un homme. Drew a décrit l'homme comme étant habillé en noir, portant un masque et tenant une batte de baseball à la main. Les garçons avaient couru puis s'étaient cachés dans la baignoire pour fuir l'assaillant. À 1500 miles de là, dans le Massachusetts, un policier est arrivé devant la maison des parents de Nikki pour leur annoncer que leur fille avait été agressée et qu'elle se battait pour sa vie en soins intensifs. Son père Nelson et sa mère Laurie
ont pris un vol dès qu'ils ont pu et se sont rendus directement à l'hôpital. À ce moment, Nikki était en mort cérébrale et maintenue en vie par un respirateur. Ils ont dû faire leurs adieux à leur fille et prendre la décision douloureuse d'arrêter l'assistance respiratoire. Nikki est morte à l'hôpital 4 jours après l'attaque. La fouille de la maison a été longue et pénible et n'a rien donné de valeur probante. Cependant, la police pense que l'auteur des faits était connu de Nikki. Il portait un masque afin de ne pas être identifié par ses 2 fils. Rien n'a été volé dans la maison et il semblait manquer de mobile. La nature rapprochée et violente de l'attaque laissait penser à un lien émotionnel avec Nikki. La police a commencé par interroger son petit ami Chris, voulant en savoir plus sur l'endroit où il se trouvait au moment du meurtre. Il voulait également vérifier l'état de sa relation avec Nikki. Chris leur avait donné la mauvaise adresse lors de l'appel au 911, et bien que le couple ait eu son lot de disputes, les amis de Nikki pensaient qu'il tenait vraiment à elle, et voulaient qu'ils soient en couple exclusif. Lorsque Chris a été approché, il a donné aux enquêteurs un accès complet à sa maison, à son ordinateur portable et à ses téléphones, et il a pleinement coopéré à l'enquête. Les relevés téléphoniques ont prouvé qu'il était chez lui, comme il l'avait déclaré, au moment du meurtre. Il a été écarté de l'enquête, mais il a ensuite fourni plus de détails sur la soirée du meurtre. Comme déjà établi, il avait dîné avec Nikki et ses enfants. Ils avaient fait un peu de shopping avant que Nikki ne ramène Chris chez lui. Quand Chris est rentré chez lui, il a ouvert son ordinateur portable et a reçu un message de Nikki qui disait simplement « Happy Birthday ». Il a demandé comment elle était rentrée si vite, puis a reçu un second message quelques minutes après. Nikki a dit qu'elle n'avait pas écrit le premier message, puis elle a appelé Chris en lui demandant de rester en ligne avec elle pendant qu'elle vérifiait de sa maison. Elle était inquiète que quelqu'un se soit introduit chez elle. À ce moment-là, tout a dégénéré. Chris pouvait entendre Nikki se faire attaquer, il a gardé la ligne ouverte tout en prenant son téléphone portable et en appelant le 911. Une enquête plus approfondie a mené à de nombreux suspects possibles. Les gens semblaient être attirés par la personnalité extravertie et amicale de Nikki. Elle aimait socialiser et fréquentait aussi divers salons de discussion en ligne. La liste des suspects s'allongeait sans cesse. Diverses personnes ont été interrogées et écartées de toute implication dans sa mort. La police enquête aussi sur le passé de Nikki. Dawn, son ex-mari, a été examiné en détail. La famille de Nikki ne l'avait jamais aimée et sa mère pensait que Dawn était impliquée dans la mort de sa fille. Dawn avait presque 20 ans de plus que Nikki. Il avait été marié plusieurs fois avant d'épouser Nikki lorsqu'elle avait 20 ans. C'était un ancien boxeur et ancien gardien de prison qui était maintenant barman. Une des amies proches de Nikki a dit soupçonner Dawn car c'était la personne la plus agressive qu'elle ait rencontrée. Si Nikki mourait, Dawn, en tant que parent biologique restant, hériterait de la tutelle du fonds en fiducie de Max, ce qui constituait un mobile. La police a soumis Dawn au détecteur de mensonges. Lorsque interrogé sur l'identité du meurtrier de Nikki, le polygraphe a révélé qu'il mentait. Comment aurait-il pu savoir, sauf s'il était coupable ? Une enquête approfondie a montré qu'il avait un alibi solide. Il était au travail lors de l'attaque, ce que prouvent la vidéosurveillance et les témoignages de ses collègues. Il n'était pas le meurtrier, alors pourquoi a-t-il échoué au détecteur de mensonges ? Dawn a alors dit à la police que la personne qu'il pensait responsable du meurtre était la même qu'il tenait pour responsable de l'échec de son mariage. Un homme du nom de Daniel Welch. Nikki et Daniel avaient commencé à sortir ensemble peu de temps après qu'elle se soit séparée de Dawn. Ses parents et ses amis pensaient qu'il était l'antidote parfait à son ancien mari. Daniel était calme, patient et ne haussait jamais la voix. Il semblait vraiment tenir à Nikki et à ses 2 enfants. Les enfants l'adoraient aussi. Le couple était ensemble depuis environ 2 ans et, bien qu'au début Nikki ait été très sérieuse avec lui, plus elle passait de temps avec lui, plus elle se sentait incertaine. Au moment où Daniel était prêt à s'engager avec elle, il était trop tard.
Elle avait vu un côté de lui qu'elle n'aimait pas et elle était de plus en plus préoccupée par le fait qu'il s'intéressait trop à l'argent du fonds en fiducie. Don a dit au détective que Daniel avait harcelé et traqué Nikki dans les semaines précédant sa mort, mais il détestait clairement Daniel et était loin d'être objectif. Alors son opinion avait-elle vraiment du poids? La police a poursuivi son enquête. Nikki avait rompu avec Daniel en septembre 2003 et, si au début la rupture semblait sans incident, le comportement de Daniel a rapidement commencé à changer et à s'aggraver. Daniel se rendait fréquemment chez Nikki, frappant aux portes et fenêtres pour entrer. L'amie de Nikki l'a encouragée à demander une ordonnance restrictive, mais elle ne voulait pas le faire car elle pensait que cela ruinerait la vie de Daniel. Nikki a décidé de faire installer un système d'alarme chez elle, mais elle ne l'a jamais fait. Lorsque les détectives sont arrivés chez Daniel, ils ont dit qu'ils voulaient lui parler à propos de Nikki. Il a secoué la tête, ne comprenant pas ce qu'ils voulaient redire. La police a précisé « votre ex-petite amie Nikki », ce à quoi il a répondu « Ah, vous voulez dire Nicole. Je vous attendais. » Daniel les a invités à entrer et s'est montré très coopératif. Il leur a permis de regarder autour d'eux avant de lui poser des questions. Les deux détectives ont remarqué une grande lampe torche argentée à 5 piles sur la table. Le fils de Nikki, Drew, a dit que son agresseur tenait une batte de baseball argentée. Et si c'était en réalité cette lampe torche? Après tout, Drew n'avait que 6 ans et il se trouvait dans une situation extrêmement stressante. Daniel a commencé à agir de façon suspecte. Il a vu les agents regarder la torche et la leur a tendue, leur disant de la prendre car il savait qu'ils la voulaient. À ce moment-là, aucune information sur la manière dont Nikki avait été attaquée ou avec quoi cela avait été fait n'avait été rendue publique. Alors que la police était encore là, Daniel a appelé sa petite amie de l'époque. Il lui a dit qu'il était désormais le principal suspect, que les enfants n'avaient pas été blessés physiquement lors de l'attaque, que Nikki n'avait ni été volée ni agressée sexuellement et que sa tête avait été fracassée. Les médias n'avaient reçu aucune de ces informations. Il disait à sa petite amie des choses que seules les forces de l'ordre ou l'agresseur pouvaient en savoir. La police lui a demandé où il était la nuit du meurtre. Il a dit qu'il avait commandé de la nourriture chinoise chez lui et qu'après le dîner, il était allé faire du vélo et du jogging avec un voisin qui s'entraînait pour un marathon avant de finalement rentrer chez lui se coucher. Lorsque les autorités ont vérifié cet alibi, le voisin a déclaré que, bien que Daniel ait été avec lui ce soir-là, il était parti tôt, vers 21h, en disant qu'il ne se sentait pas bien. Daniel a été convoqué au commissariat pour passer un test au détecteur de mensonges. Il a obtenu un score de -19, un résultat que l'examinateur a qualifié de niveau de tromperie incroyable. Bien que la police pensait avoir trouvé le meurtrier de Nikki, elle manquait des preuves solides nécessaires pour le prouver devant le tribunal. Des mois passèrent, sans aucun développement supplémentaire, puis une avancée décisive est venue d'une source inhabituelle. Geneviève Myers, fonctionnaire au bureau du shérif du comté de Pinellas, transcrivait des documents dont des interrogatoires, dépêches, écoutes téléphoniques et appels au 911. Elle avait passé des heures à tout transcrire sur l'affaire, y compris interrogatoires et appels avec Daniel. Après avoir fait cela, elle a ensuite reçu la tâche de transcrire l'appel au 911 qui avait été passé par Chris. Dans cet enregistrement, l'audio du deuxième appel téléphonique que Chris avait lancé avait également été capté, ce qui fournissait l'audio du meurtre de Nikki. Dans celui-ci, on pouvait entendre le tueur dire « Nicole, calme-toi ». Quand elle a entendu cela, Geneviève a su que la voix appartenait à Daniel. Après avoir passé des heures à retranscrire les enregistrements de ses entretiens, elle a immédiatement reconnu sa voix. De plus, parmi tous les amis et membres de la famille de Nikki, il était le seul à l'appeler Nicole. Mais cela suffirait-il à convaincre un jury ? Les enregistrements ont été traités pour isoler la voix. Après écoute, les parents de Nikki étaient sûrs à 95% qu'il s'agissait de celle de Daniel. Le détective Ed Judy a ensuite reçu une demande de la sœur de Daniel pour écouter l'enregistrement. Bien qu'il doutât de son impartialité, il ne voyait aucune raison de ne pas le faire. Elle a reconnu formellement la voix de son frère.
À peu près à cette époque, Daniel, qui n'avait alors aucun casier judiciaire, a été arrêté pour avoir vendu des médicaments sur ordonnance et a été condamné à 3 ans et demi de prison. En janvier 2006, après une enquête de 2 ans impliquant plus de 1000 heures de travail policier, 150 interrogatoires et 260 rapports, Daniel a été inculpé du meurtre de Nikki. En mai 2007, il a accepté de plaider coupable de meurtre au second degré en échange d'une peine de 25 ans de prison. Bien qu'ils aient voulu qu'il soit emprisonné à vie, la famille a accepté cela pour épargner aux 2 jeunes garçons de Nikki l'épreuve de témoigner. La peine de 25 ans devait commencer une fois que sa peine actuelle prendrait fin en janvier 2009. Même s'il a admis le crime dans le cadre de l'accord de plaidoyer, après l'audience, il a protesté de son innocence, affirmant qu'il n'avait plaidé coupable que parce qu'il savait que l'accusation avait un dossier solide contre lui et parce qu'il ne voulait pas que les garçons aient à témoigner, ajoutant qu'il avait beaucoup d'affection pour eux. Daniel sera éligible à une libération conditionnelle en 2028. Merci d'avoir écouté l'affaire aujourd'hui. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et laissez vos commentaires ci-dessous. Malheureusement, cette semaine, je n'ai pas eu le temps de parler des petits délits, mais j'espère qu'il y en aura la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Le Crime Réel, prenez soin de vous, au revoir. Au milieu de toute la tristesse de cette histoire terrible, j'ai trouvé un article qui dit que les organes de Nikki ont été donnés pour sauver la vie de 11 personnes, selon sa famille. C'est incroyable qu'ils aient pu aider d'autres personnes de cette façon. Au revoir.